Amber Heard et Johnny Depp, on peut le dire, c'est le procès de l'année. Bon, il est fini certes, mais il a fait beaucoup parler de lui. Et ce qui nous intéresse forcément, et ce qui va nous intéresser sur cet épisode du podcast, c'est la personnalité, l'analyse psychologique de Johnny Depp et surtout, je dirais, d'Amber Heard, parce qu'il y a beaucoup à raconter. Et tout particulièrement au regard de l'énéagramme, mais pas que, parce que justement, ça va nous permettre de faire le point sur ce qui peut appartenir à l'énéagramme, ce qui n'y appartient pas, et beaucoup de confusions qui peuvent être faites sur des profils, sur aussi une projection et le côté pathologique ou autre. Et pour faire ce podcast aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. J'ai décidé d'inviter une experte du procès, on pourrait le dire, puisqu'elle a regardé d'un long à large à travers chaque partie, surtout d'un point de vue psychologique. Alors vous la connaissez, pour celles et ceux qui me suivent, qui nous suivent même, j'ai envie de dire, il s'agit de Carla, qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Donc pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, donc Carla travaille énormément avec moi, même si toi tu as tes activités à côté. Elle est aussi très présente sur le groupe du technicien énéagramme. Je vais parler de ça en priorité puisque justement c'est au travers de l'énéagramme qu'on fait l'accompagnement du tech. Donc elle a une véritable connaissance de fond sur la personnalité. On échange beaucoup ensemble sur les différents profils, les différentes études de personnalité. Mais également tu as d'autres activités. Rapidement, peux-tu nous les compter ? Oui, effectivement, je suis astrologue. Ouais. Ce qui donne aussi un regard de l'analyse de la personnalité, mission de vie, blessures, points forts, points faibles de la personne. Et aussi, je suis tarologue avec un tarot orienté plutôt pour conseiller la personne au lieu de faire un tarot plutôt prédictif. Pour la petite parenthèse, c'est à cause, ou plutôt grâce à elle, que je me suis voué de passion sur le tarot il y a de multiples années en arrière. Mais bon, ce ne sont pas les sujets, comme vous pouvez le voir, ça c'est des sujets qui sont plus orientés spiritualité. Et justement, on a fait une masterclass ensemble, plus une formation connexion à l'invisible. Petit coucou à celles et ceux qui suivent la formation. Et vous avez les liens dans la description. Allez, nous on va se concentrer cette fois-ci plus sur la partie psychologique, la partie personnalité, même si sur le thème astral, effectivement, on est sur de la personnalité. On est parti et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen, pas tout seul aujourd'hui avec Carla, et nous te guidons cette fois-ci, c'est pas je te guide, nous te guidons au travers de cette découverte de ton univers intérieur, de tes trésors cachés et de toute cette magie infinie qui est à l'intérieur de soi. Et pour cela, il est intéressant, sur la connaissance de soi, d'apprendre aussi à découvrir les typologies de personnalité des autres. Donc, on va attaquer dans le vif du sujet, donc le procès de l'année. On va pas récapituler le procès, j'imagine que vous connaissez, Johnny Depp, qui donc a été accusé il y a quelques années en arrière de violence conjugale envers son ex-femme. Ils sont divorcés, j'imagine. Oh, oui, bien divorcés. Bien divorcés. Son ex-femme Amber Heard, qui est également comédienne. D'ailleurs, le mot comédien, on va y revenir là-dessus. Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire sur le côté comédien. Et donc là, il y a eu un procès qui est arrivé cette année pour justement laver l'image, ou du moins il a recherché à laver son image. À la fin du procès qui s'est déroulé courant de semaine dernière, Johnny Depp a été donc blanchi comme le linge. Oui, en fait, ils ont été trouvés tous les deux coupables, entre guillemets, mais c'est Johnny Depp qui a fini par avoir plus de raisons, je ne sais pas comment le dire, vraiment. On va dire que Johnny Depp, il lui a fait un procès pour certains éléments, il a gagné dans tous ces éléments, et il a fait un contre-procès, je ne sais pas si on le dit comme ça en français, pour certains sujets, et elle a gagné dans un des 3 sujets. D'accord. Donc, en gros, la fin, c'est que Amber Heard doit payer 8 millions de dollars à Johnny Depp parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait diffamé Johnny Depp. Pourquoi ? Parce que selon le juré, elle n'a pas réussi à prouver la violence conjugale. D'accord.
C'est intéressant. Et ce qui a été intéressant, ce qui a attiré aussi beaucoup, bon, il y a vraiment la notoriété de Johnny Depp. Là, je regardais tout à l'heure, justement, pour le podcast, des interviews de lui, notamment des interviews des années 90. Et je me rappelle, à l'époque des années 90, ma mère, elle avait les magazines People, du style Voici et autres. Et il y avait déjà Johnny Depp qui était très présent. On le voyait souvent sur ces magazines-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ce procès a fait autant de... C'est là où je veux en venir. Pourquoi il a eu autant de succès et d'impact médiatique? C'est déjà, on avait une personne qui était ultra célèbre, ultra médiatisée, ça c'est vraiment le cas, mais aussi et surtout parce que c'est un cas qui est intéressant, un cas de finalement de violence conjugale, mais qui est plus dans le sens voilà où la femme semble avoir fait d'une forme d'agression, que ce soit psychologique, voire physique aussi, semblerait-il, sur un personnage qui est censé être un personnage charismatique, qui est censé être un des archétypes de l'homme parfait, dirons-nous, ou presque. Oui, et ce qui est intéressant sur ce cas, c'est que même si Johnny Depp, il était encore plus avant, mais bon, c'est un nom qui va rester pendant très longtemps. C'est que même s'il est très célèbre, très connu, c'est quelqu'un qui est plutôt privé, tu vois. À un moment donné, on a connu sa relation avec Winona Ryder. Après, on a su qu'il était avec Kate Moss. Donc, avec des femmes célèbres, c'est évident que ça va être très connu par le public. Il a été en couple pendant très longtemps avec Vanessa Paradis. Donc, mais en général, c'est pas quelqu'un qui raconte beaucoup par rapport à sa vie personnelle. Et si on le voit, si on observe un peu plus, tu peux percevoir qu'il y a une espèce de timidité chez lui, tu vois. C'est quelqu'un qui parle avec un ton de voix assez doux, qui a un sourire assez timide. Donc, personnellement, et là je veux parler d'un point de vue personnel, c'est pour ça que ce cas m'a intéressée, parce que bon, d'abord, quand j'ai vu, ça fait quelques années qu'il allait se marier avec cette femme que personne ne connaissait à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Elle sort d'où? Et je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et quelques années après, il commence tout ce problème du divorce et qu'il l'avait agressé. Et il y a eu un procès en Angleterre. Et en fait, là, il a perdu. C'était par rapport à un journal, The Sun, je crois que c'était, ou Daily Mail, je ne me rappelle plus. Mais c'était un de ces journaux qui font du journalisme pas super sérieux. Ouais. Voilà. Donc, il a perdu. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce truc. Bon, on l'a laissé tomber. Il y a eu la pandémie et tout ça. Et donc, maintenant que c'est plutôt... Ce sujet, il commence à être plus secondaire, on va dire. Il y a d'autres sujets qui commencent à sortir maintenant dans l'actualité internationale, on va dire. Il y a ce procès qui a recommencé et Johnny Depp, il a fait un procès contre Amber Heard parce qu'il a fait une publication en disant qu'elle avait réussi à survivre la violence conjugale. Et ça a été publié dans une association qui protège les droits. C'est un organisme plutôt important. Donc, il n'a pas dit directement, mais on pouvait comprendre par cette lettre qu'il était en train de dire que c'était Johnny Depp qui l'avait agressé, tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait le procès de diffamation. Et donc... À savoir aussi, je te coupe, que en plus de ça, suite à ce qui s'est passé avec le Sun, c'est à ce moment-là où on a dit bon c'est fini, tu vas plus faire Jack Sparrow, tu vas plus faire comment ça s'appelle, Grindelwald, c'est une catastrophe, ouais. Aussi, oui. Catastrophe. Et pourquoi? Parce que il a été et là c'est intéressant parce qu'on peut parler de spirale dynamique rapidement. C'est le niveau vert de la spirale dynamique qui est un niveau justement très communautaire, très dans la défense des droits des opprimés. On est vraiment beaucoup là-dessus. Et donc le mouvement MeToo, justement, elle avait profité. Oui, elle a été aussi connectée avec ce mouvement. Et ce qui fait que il a été victime de ce fameux cancel culture. Oui.
Et donc, c'est intéressant pour... Bon, on va pas parler de spirale dynamique, mais le verre... Si, on va en parler. le côté positif du verre, c'est justement qu'il est un peu à la recherche de la justice. Ouais. Mais le problème, c'est que je sens qu'il cherche la perfection. Parce qu'il veut tellement que les choses soient bien faites qu'il cherche une perfection qui n'existe pas. Tu vois? Donc, au vu de ça... tu te dis, mince, ce gars, il tapait sa femme, on ne peut pas le laisser faire des films. Ouais. D'accord? Mais ce n'était pas fini, en fait. Ouais. Et la justice sociale, ça rappelle aussi, par exemple, même si on est sur des niveaux élevés de la spirale, sur le Moyen-Âge, où à un moment donné, tu avais quelqu'un qui décrétait, lui c'est le méchant, il a péché, et on le met sur la place publique et tout le monde lui jette des cailloux. Finalement, c'est une manifestation de faire cela, qui n'est pas sur une violence physique, mais qui est sur un type de violence qui va être un type de violence plus on va dire, verbale. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Et il y a dans cette histoire, il y a quelque chose que tu commences déjà à voir, c'est que elle a beaucoup parlé, elle s'est beaucoup exposée, et lui, il était en retrait. Et lui, il disait rien, il faisait sa vie, t'entendais pas parler de Johnny Depp. Et donc, c'est comme si pendant quelques années, il avait attendu, et paf, il s'est dit, ça suffit, et il y a le procès qui a commencé. Donc, ça parle déjà d'un certain type de personnalité. Donc, elle s'expose, elle parle, elle communique de ce qui s'est passé, et lui, par contre, tu sais pas. Tu sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est vraiment coupable ou il est en train de préparer autre chose justement pour montrer qu'il ne l'était pas? Après, entre parenthèses, avec cette histoire du procès actuel que j'ai commencé à suivre dans les réseaux avec des personnes qui étaient très, très connectées au procès. J'ai même suivi le procès en direct sur YouTube à un moment donné. C'est que le procès en Angleterre, le juge, il avait des liens avec les avocats d'Amber Heard, et les avocats d'Amber Heard, ils avaient des liens avec elle. Le premier procès, tu parles? Le premier procès en Angleterre. Donc, tu te dis, il y a eu quelque chose qui n'était pas très propre. Ce sont des connexions qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, mais c'est comme ça que tu fais les liens pour obtenir des choses. Ouais. Donc, ça laisse un peu la sensation, finalement, quand tu as plus d'infos par rapport à ça, où tu te dis, il y a eu un truc qui n'a pas marché. Et même le juge, à ce moment-là, il a reconnu le fait que Amber Heard, même dans ce procès-là, il a menti, mais que malgré le fait d'avoir menti, le reste de ce qu'elle a dit, on pouvait y croire. Ce qui est très contradictoire. Et l'idée du mensonge, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on va en parler de ça sur ce podcast. Exactement. Avant, justement, d'ailleurs, on va y rentrer directement dans le détail sur vraiment l'analyse psychologique. Je vais quand même faire un point pour vraiment que ce soit le plus clair et le plus limpide possible, on va dire. C'est que nous, notre positionnement, de toute façon, il s'entend dès le début du podcast, il va véritablement dans le sens du verdict du procès. À savoir que moi, ce que j'ai trouvé quand j'ai vu ce procès, c'est que très rapidement, d'un point de vue médiatique, il y avait la méchante et le gentil, et finalement, on espérait que le gentil gagne face à la méchante, sachant que quelques années en arrière, c'était pas forcément ça qui était décrit. Bien au contraire. Au contraire, c'était génial de voir une grande figure ultra médiatique, ultra charismatique comme Johnny Depp, qui a des blessures, qui a des failles, qui finalement peut être un sale type. Nous, vraiment, notre posture qui a été sur l'avant-procès, sur le début du procès, sur cette approche de cette affaire-là, c'est de comprendre les mécanismes psychologiques et les possibilités au regard des types de personnalités ou des comportements psychologiques, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le type énéagramme pour voir certains comportements psychologiques, afin de trouver la vérité derrière cela. Donc notre approche a vraiment été une approche de psychologie, vraiment, et de profilage, dirons-nous, pour arriver à délier le bon grain de livret. Comme par exemple, on pourrait parler d'un autre cas qui en plus apparemment avait a fait une soirée avec Johnny Depp, Marilyn Manson, qui lui est accusé de violence, d'agressivité, de manipulation et tout ça.
Et là, typiquement, sur Manson, on sera sur une approche où, contrairement à Johnny Depp, où on le met comme innocent, du moins, on formulera un petit peu plus en détail ce qu'il en est, du moins non coupable par rapport au fait dont il était accusé. Sur Manson, c'est tout autre chose. À savoir que, tiens, on va y rentrer dans le détail. Là, typiquement, on est sur Johnny Depp, sur Marilyn Manson, on est sur un type de personnalité qui est identique, une même famille de personnalités. Pour en venir à Johnny Depp, rapidement, on pourrait avoir une hésitation entre le 9 et le 4. Oui. Ça, c'est vraiment les choses qui peuvent sortir. Oui. Tu as parlé aussi beaucoup de timidité qui peut être présente. Beaucoup de timidité. Il y a son côté, il est un artiste dans tous les sens, en fait. Il est en plus d'être comédien, il joue de la musique, il fait la guitare, il chante, chose que je ne savais pas du tout, tu vois. Donc, on peut voir qu'il y a un côté très développé lié à tout cet univers un peu de fantaisie. Ouais. Pourquoi ? Je parle surtout des personnages qu'il fait dans les films. Ouais. Personnellement, bon, moi, je l'aime bien en tant qu'acteur. Tu vois, je ne suis pas fan parce que je ne suis pas fan de personne. Mais je trouve que c'est un des rares acteurs qui est capable d'incarner des personnages si bizarres sans tomber dans la caricature. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à capter. C'est une subtilité qu'il faut développer. Et personnellement, pour moi, ça parle déjà d'une certaine personnalité, de voir. Et pourquoi il choisit tous ces personnages en plus. Oui, c'est vraiment la question du choix et du fait aussi qu'il est si bien avec Tim Burton, qui a un univers très gothique, qui est très original, qui est très un reflet du 4. Alors Burton, voilà, on pourrait le voir sur du 4 ou sur du 5, mais typiquement, il y a à savoir que les détails que tu donnes ici, il faut préciser aussi que tu as quand même fait des études de théâtre, donc du coup, tu as aussi cette vision-là de la subtilité qui est cachée derrière le jeu d'acteur. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Oui. Mais c'est ça, en fait, c'est pas n'importe qui peut le faire, et c'est pas n'importe qui va choisir ce type de personnage. Tu vois, on sent qu'il y a vraiment un engagement du point de vue artistique et émotionnel surtout. Et le fait que Disney ne l'a pas contacté pour faire Captain Jack Sparrow, pour lui, c'était un personnage qu'il avait développé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de dédication. C'était un personnage qu'il utilisait pour aller aux hôpitaux d'enfants, qu'il faisait tout le temps de l'aide aux hôpitaux en tant que Captain Jack Sparrow, tu vois. Donc, il y avait vraiment un engagement émotionnel. Donc, je crois que le fait que Disney, il a dit tu n'es plus avec nous. Et pendant le procès, son avocat lui a demandé qu'est-ce qui se passerait si maintenant il y avait Disney qui viendrait vous chercher avec 300 millions de dollars. Et il lui a dit non, moi je ne le prendrais pas, même pour 300 millions de dollars et 10 000 alpacas. Ouais. Tu vois. Donc vraiment, tu sens que c'est une blessure d'un point de vue émotionnel qu'il a vécu avec Disney et la rupture qu'il a eu avec ce personnage. Ouais, tu vois. Et donc là, il faut savoir que le fait qu'une personne n'exprime pas ses émotions de façon évidente ne veut pas dire qu'il n'a pas un fond émotionnel. Ça, c'est très important ce que tu dis là. Tu vois. Donc tu peux voir quelqu'un qui peut être froid, qui peut ne pas parler, qui peut ne pas réagir, apparemment, mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que s'il faut à l'intérieur, il y a une espèce de tsunami et personne n'a aucune idée. Sachant qu'on peut rajouter à ça le mécanisme de défense du 4, qui est l'introjection, qui est justement ces émotions qui vont rester en latence à un moment donné avant de s'exprimer. Et justement, comme les 4, ils ont une tendance à être plutôt introvertis, ce qu'on voit de Johnny Depp, c'est la partie où il est un peu forcé à être extraverti parce qu'il doit parler. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec lui quand il est en famille, quand il est avec ses amis, quand il est chez lui. Tu vois. Donc là, tu peux voir encore plus quelques éléments du 4. On peut le voir très calme du point de vue public,
Mais il ne faut pas oublier que les 4, certains 4 peuvent être très colériques aussi. Oui. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'il aurait pu attaquer Amber Heard, mais c'est pas impossible, par exemple, qu'il aurait pu casser des murs, tu vois, faire tomber des choses. Ouais. Je dis pas que ça soit le cas. Pourquoi pas peut-être répondre par la violence à de la violence aussi, on peut très bien l'imaginer. Hein. Il faut parce qu'on peut avoir parfois une espèce de regard romantique du 4. Ouais. Comme quoi il est dans un univers parallèle, en train d'imaginer des choses et qui est en train de flotter dans des nuages. Et il y a plein de 4 qui ne sont pas du tout comme ça. Ouais. Si tu les agresses, ils vont te répondre. Ouais. Tout particulièrement si on va sur le 4 tête-à-tête. Oui, et que sexuel tête-à-tête. Et le 4 tête-à-tête, parfois, il y a des gens qui peuvent le confondre même avec un 8. Ouais, quand ils font des moments de colère. Et j'allais dire, donc la confusion qui peut se faire avec du 9, ou voire peut-être avec un peu du 5, c'est que parfois on a tendance à voir cette énergie, j'en parle plus en détail, j'en parle sur le tech, mais plus en détail sur le master, Enneagramme. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Sur l'énergie, on a une énergie plutôt qui va être plutôt pas réactive, mais plutôt contemplative sur les profils qui sont le 4, le 5 et le 9. Donc on va avoir cette tendance-là. Plus sur le 4 survie. Alors ça ne veut pas dire que Johnny Depp est 4 survie. D'ailleurs là, on va y venir là-dessus, sur les instinctives. Mais le 4 survie, pour rappel, il y a 3 sous-catégories sur chaque profil. Le survie, le tête-à-tête ou sexuel et le social. Et c'est là où ça va donner une subtilité plus forte sur les profils. Et sur le cas de survie, on peut avoir tendance à confondre avec le 9. Et je rajouterai un autre point avant de te laisser la parole sur sur justement, et qui conforte ce que tu disais par rapport à ces jeux d'acteurs. Si on regarde aussi par rapport à comment ils se comportent face à des animateurs télé, face à un public, Johnny Depp est connu pour avoir du charisme. Mais pourquoi est-ce qu'il a du charisme ? Pas parce qu'il est super éloquent, pas parce qu'en plus il a une voix qui est assez monocorde, limite un peu ennuyeux. Il a du charisme, il est reconnu pour avoir du charisme parce que il est vrai. À chaque fois qu'il parle, il va pas jouer un rôle ou quoi que ce soit. Il est toujours, et là on glisse le mot, authentique. Et là, typiquement, on est sur un trait de caractère du 4 qui fait que ça va fasciner beaucoup de personnes, tout particulièrement des personnes qui peuvent avoir une tendance justement à l'image qu'on peut retrouver sur 3 ou autre, à se dire « j'ai envie d'être comme lui, c'est un gars, c'est un vrai quoi, c'est un vrai ». Oui. Et l'autre élément qui pourrait faire penser à cette énergie plutôt de contemplation, on va dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le 4 et il y a les ailes, tu vois. Il y a le 3 et le 5. Ouais. Et moi, personnellement, de mon observation des gens, des personnages, j'ai remarqué, s'il faut je me trompe, mais les 4 qui ont une aile plus développée en 3, ils ont un peu plus tendance à être plus extravertis qu'un 4 qui va plus vers le 5. Ouais. Parce qu'il y a certains 4, tu te dis, mince, c'est les 4 ou il est 5 ? Ouais. Et je pense que dans son cas, il est plutôt dans le 5. Mais ça fait penser à, typiquement, et c'est une très bonne remarque ce que tu fais là, à Steve Jobs. Steve Jobs, que beaucoup voient un 3, mais quand on s'intéresse à sa vie, on met pas du tout 3, quoi. Par contre, c'est un 4, typiquement, là on est sur un vrai 4 tête-à-tête, peut-être social, mais probablement plus tête-à-tête avec ses coups de colère et son excessivité, et son côté obsessionnel, mais avec vraiment un côté 3. Bon voilà, ça c'était la petite parenthèse pour Steve Jobs. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Johnny Depp, sur son type ? Donc on a le survie, on a parlé de survie tête-à-tête, peut-être social, ça semble peu probable parce que... Non, je crois pas. Déjà il disait sur un interview jeune, apparemment ce que tu me disais ça a changé, mais que jeune, il aimait pas trop les soirées, il aimait bien être à la maison, donc à la maison... Ça semble conforter avec du 4, plutôt du 4 survie, qui est plutôt orienté confort. L'énergie plutôt un petit peu basse, je dirais. Mais en même temps, il y a la timidité qui fait qu'on est sur une phase publique. Donc, peut-être plutôt, on va dire, et là c'est intéressant parce qu'il faut toujours mettre de la nuance sur l'énéagramme, même si on peut arriver à atteindre certaines certitudes sur certaines choses. Sur Johnny Depp, on pourrait dire, bon, le 4... Il y a très peu de doutes là-dessus quand même, parce qu'on peut être sur un 99% de certitude dessus. Et après,
je dirais peut-être un 60-40, entre 60 survie, 40, on va dire, bon, allez, 60, on va atténuer, 55 survie, ça fait 60-40, 35 tête à tête et peut-être un petit 10% sur du social, quoi. Je crois que pour savoir, en fait, et ça c'est pour tous les profils Enneagram et pour toutes les analyses qu'on peut faire, c'est que en fait, tu connais juste une partie de cette personnalité, tu vois. Tu le connais pas, comme je disais avant, quand il est chez lui, quand il est en couple, quand il est avec sa famille. S'il faut, en couple, il est super intense, tu vois. Et il est super... Et, bon, toutes ses copines, hein, ils ont fait que de bons commentaires par rapport à lui. Mais tu peux pas t'empêcher de te dire, ben, s'il faut, il était très... il y avait beaucoup de passion dans ses relations et t'as pas besoin de le savoir, tu vois. Et aussi, ça m'a fait penser à une vidéo qui a enregistré son ex-femme, Amber Heard. C'est que tu le voyais en train de casser des trucs dans la cuisine. Elle était en colère. Va savoir pourquoi, va savoir si peut-être elle l'a provoqué, s'ils ont eu une discussion. Ou peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Ou peut-être qui n'a rien à voir avec elle. J'ai l'impression qu'il était un petit peu bourré aussi. Et il était en train de casser des trucs. Donc, s'il y a de l'agressivité chez lui, je ne dis pas que non, mais je la vois plutôt vers des objets que vers des personnes. Tu vois ? Et tu parlais d'un sujet vraiment rapidement, parce que c'est quand même un sujet qui peut vraiment amener sur la psychologie des personnalités. Tu le disais, il est bourré, c'est vrai qu'il a tendance à aller à l'alcool, aux drogues et compagnie. C'est-à-dire, est-ce que ça va aller sur une tendance de 4 plutôt artiste, plutôt de passivité de 9 ou autre ? En fait, là vraiment il faut enlever tout ça, c'est-à-dire que tous les profils peuvent avoir ces tendances-là. La question c'est le pourquoi de la tendance. On peut avoir un 6 par exemple qui veut masquer sa peur et qui va être sur beaucoup d'addictions, comme un 8 qui peut avoir une excessivité sur de l'alcool, comme par exemple, comment il s'appelle, Churchill. Et on enlève ça et ça à chaque fois c'est la subtilité et la clé vraiment à comprendre, que ce soit l'énéagramme ou quelconque discipline de typage de personnalité ou d'analyse psychologique. C'est pas qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi est-ce que ça mène. Voilà, donc là je pense qu'on a pas mal fait le tour, on va y revenir un petit peu sur lui probablement, puisque c'est quand même un des deux sujets. Passons au cas au cas mystérieux d'analyse d'Amber Heard. Parce que j'arrive pas à trouver son profil. Ça c'est intéressant. Mais il y a quand même une... Il y a certains profils qui sont plus présents dans ses comportements. Mais je pourrais pas te dire, elle est tel profil. Et ça, alors, déjà, on va faire un peu de teasing. Quels sont les 3 profils qui pourraient faire sens pour elle ? Personnellement, je vois du 2, je vois du 3 et je vois du 8. Ok, avec une proportion qui est vachement plus... Qui est vachement plus forte. Et donc voilà, ça c'est le premier point, on va y revenir après. Attends, je veux faire une parenthèse. Les personnes qui sont en train d'écouter ce podcast, qui soient 2, 3, 8, s'il vous plaît, ne vous sentez pas touchés par les choses qu'on pourrait dire par rapport à elles, parce que on peut être de n'importe quel profil et avoir les tendances dont on va parler maintenant. Exactement. Et je renvoie à ce que je disais précédemment, justement pour appuyer encore plus ce que tu disais. C'est, souvenez-vous que je vous ai dit tout à l'heure, on a Johnny Depp, Marilyn Manson, même type énéagramme. Donc ça y est, maintenant on le sait, Manson est 4, probablement 4 tête à tête. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est même... Voilà. Et là, pareil, on a 2 personnes qui sont, on va dire... d'un point de vue du moins de ce qui semble être, et je pense qu'on ne se tromperait pas trop, d'un point de vue de on va dire le côté lumineux de l'être, on peut en avoir un qui est très obscur et l'autre beaucoup plus lumineux, et on pourrait trouver plus obscur encore que Marilyn Manson et plus lumineux que Johnny Depp sur un type de personnalité. C'est pareil pour exactement les autres types de personnalités. Donc vraiment à garder ceci en tête. Donc on revient à notre mouton. Donc Amber Heard, déjà avant de parler de personnalité, avant de parler d'énéagramme, il convient de parler de pathologie, de cas cliniques. Parce que là, typiquement, clairement,
et ça semble, l'évidence a été de plus en plus claire jusqu'à la fin du procès, et c'est aussi pour ça que ça rend complexe plus l'énéagramme. On est sur une personnalité qui a un trouble, il y a un vrai trouble de la personnalité pathologique. Oui, en fait, ce trouble est là. Alors, ici, je veux faire un petit commentaire, c'est qu'elle a été diagnostiquée par une psy embauchée par Johnny Depp. Ouais. D'accord? Donc voilà, ça il faut le savoir, les procès... Bombier cognitif. Quoi. Les procès, c'est une saloperie, c'est horrible, c'est pas juste, jamais, les procès sont jamais justes, presque. Ouais. Mais je pense que jusqu'à un certain point, la psy a raison parce qu'elle a fait une description d'Amber Heard en tant que personnalité narcissique. D'accord? Et ce qui se passe avec les narcissiques, c'est qu'ils ont tendance à manipuler. Souvent, la manipulation et le narcissisme sont liés. Le narcissique, il sera jamais en faute, en fait. Donc, il y a le déni. Il a le déni. Il y a la manipulation. Il peut rendre l'autre personne en tant que méchant. Tu vois, ça forme partie aussi de la manipulation. Et aussi, moi, je regardais des vidéos qui n'étaient pas manipulées, tu vois, parce que des fois, il y a des choses qui sortent du contexte, mais je le voyais en vrai. Et tu pouvais voir ses attitudes. Tu pouvais voir des regards, des attitudes, des expressions du visage très hautaines, parfois. Et donc, j'ai du mal à croire qu'elle n'ait pas un trouble de personnalité narcissique. Ouais. D'accord? On peut tous avoir des traits de narcissisme parfois, mais ça dépend du niveau. Et il y a différents niveaux. Parce qu'il y a vraiment à prendre en considération deux choses. C'est traits de personnalité, très narcissique par exemple, très névrotique ou très, non pas névrose, très, un trait de quelque chose, et de l'autre côté un trouble de, donc très narcissique, trouble narcissique. Oui, et aussi elle parlait d'une personnalité borderline. C'est une personnalité, c'est un trouble qui est plus présent à l'adolescence ou entre les 20 et les 30 ans. Et avec le temps, ça commence à aller un petit peu mieux, d'accord? Et ce sont des personnes qui ont une tendance à avoir des relations avec les autres assez dramatiques, plein de conflits. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec la vie de cette personne? Elle a tout le temps des problèmes. C'est jamais leur faute, très souvent. C'est la faute aux autres. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et souvent, les problèmes sont créés par eux-mêmes. Et une espèce d'oscillation aussi. Il y a une oscillation émotionnelle, ils peuvent avoir tendance à se faire mal à eux-mêmes, tu vois. Et il y avait un autre élément, je ne me rappelle plus en ce moment. Ah oui, ils ont un problème avec l'abandon. Donc, si l'autre personne montre qu'il va l'abandonner, il y a toute une espèce d'évolution dramatique qui se met en place aussi pour manipuler l'autre personne, pour pas se faire abandonner. Donc, c'est très compliqué. Moi, je connais une personne avec ce trouble. Maintenant, elle va beaucoup mieux. Et moi, j'ai compris, ça fait quelques mois qu'elle avait ce trouble. Et tout a fait sens. Je me suis dit, mais c'est ça ce qu'elle a, tu vois. Et donc, il y avait des gens qui disaient, comment elle disait ça, c'est la psy des borderline, parce que les borderline ne sont pas agressifs. Oui, ils peuvent parfaitement ne pas agresser les autres, mais tu peux avoir différentes troubles de personnalité chez quelqu'un. Et c'est là où en fait vient la combinaison des différents points. Déjà, alors on va rajouter encore d'autres points qui sont bons à savoir aussi. C'est que donc voilà, il y a ces deux troubles ou ces deux supposés troubles de personnalité. On va quand même mettre un petit bémol, même si c'est quand même assez assez clair. On est sur on parle de santé mentale. Donc si on parle de santé mentale, si on parle de ces troubles de personnalité, c'est qu'on est sur des personnes qui ont, alors j'aime pas ce mot maladie, c'est pas des, parce qu'on a tendance à dire maladie mentale. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, ils disaient voilà, il y avait un hôpital psychiatrique et on va chez les fous. Non, c'est pas ça. C'est c'est l'équilibre mental qui n'est pas ok, qui est lié à des traumatismes liés à l'enfance. Donc certes, ça ne va pas forcément excuser les actions qui peuvent être des actions néfastes, mais ça permet de les comprendre et de dire que voilà, il y a aussi une espèce d'ouverture
Et aussi de se dire, c'est pas parce qu'on a ces troubles de personnalité, parce que là aussi, alors j'ai plus les chiffres, je l'avais dit sur un précédent podcast, je crois que c'était sur lui où je parlais de psychanalyse, de coaching, psychanalyse, de coaching et thérapie. Vous le reconstituez, mais en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont des troubles de personnalité qu'on peut l'imaginer. Et en fait on peut vivre de façon saine dans la société, on peut être intégré, ça peut ne pas se noter. Comme tu disais, toi ton ami c'est une amie d'enfance que tu connais depuis l'adolescence. Et finalement, mais par contre, voilà, c'est des points sur lesquels travailler. Et après, il y a bien évidemment différents degrés. Donc ça, c'était le point que je voulais vous dire par rapport à ça. Et également, sur la subtilité aussi, l'autre point, c'est que généralement, quand on a un trouble de personnalité, on peut trouver des composantes d'autres troubles qui vont se trouver autour. Oui. C'est tout particulièrement, par exemple, narcissisme, on peut trouver de la psychopathie qui est à côté. Mais est-ce que la personne est narcissique ou psychopathe? Non, pas forcément. C'est le narcissisme qui peut donner quelques traits psychopathes sans avoir un trouble psychopathe. Et de même inversement, on l'avait vu quand on avait fait l'analyse de personnalité de Poutine, ou de Trump, c'était exactement la même chose, qu'un autre trait pouvait amener d'autres côtés. Donc il y a ça aussi. Maintenant, on va arriver au dernier point, avant justement de faire l'analyse énéagramme, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend par exemple, on va prendre le trouble, donc on a pris sur le narcissisme. Est-ce que le narcissisme va forcément être un trait qui va être présent sur un profil en particulier? On pourrait tendance à croire que ça serait plutôt sur du 2, puisqu'on voit l'orgueil du 2. On peut avoir tendance à croire qu'il peut y avoir un petit trait sur du 8, peut-être un peu de 3. Alors là, ça pourrait nous amener notre candidate. Oui. Mais le 3, je le mettrais vraiment très très bas sur, on va dire, la vision. Mais ce trouble-là, typiquement, on peut le trouver sur tous les profils. Moi, je connais une personne en type 6 énéagramme qui a le trouble narcissique. Donc, vous voyez que ça ne veut pas dire. Et c'est là où vient toute la subtilité, justement. Oui. Comme par exemple, on pourrait tirer un trouble paranoïaque, on pourrait se dire c'est forcément un 6. Mais non, on peut trouver des 8 en paranoïaque, on peut trouver des 3 en paranoïaque. On a plein de récits de grands conquérants ou de grands chefs de guerre qui sont devenus paranoïaques parce qu'il y avait déjà quelque chose qui était là. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, la façon dont va se présenter le narcissisme, la façon dont va se présenter un trouble bipolaire ou autre, va être légèrement subtile, légèrement différent en fonction du profil énéagramme. C'est là où on arrive à une composition qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus subtile des types de personnalités. Et c'est pour ça que je parlais d'énéagramme. Parfois, je parlais du MBTI avec introverti, extraverti. On a parlé de Depp tout à l'heure, de Johnny Depp. On a dit, voilà, c'est un 4, clairement, il est introverti. Un 4 extraverti, par exemple, un Steve Jobs, je pense qu'il était fortement extraverti, ne vont pas fonctionner de la même façon. Donc c'est là où on va avoir ces nuances-là. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur ce... Oui, en fait, alors, si on analyse le procès, d'accord ? Parce que c'est comme ça que on peut commencer à voir un petit peu de sa personnalité. Ce qui se passe, c'est qu'elle a présenté plein de preuves, des blessures qu'il a eues dans son visage, des choses qu'il a racontées. Et honnêtement, c'était très difficile d'y croire. D'accord ? Moi, j'ai pas j'ai pas du tout une posture où je me dis si une femme raconte ça, je veux pas y croire. Au contraire, tu vois. Mais là, quand tu commençais à voir, par exemple, qu'elle racontait que Johnny Depp l'avait tapé plusieurs fois contre le mur, qu'il avait un œil noir et le nez cassé, et justement, elle disait que c'était le 15 mai, par exemple, et le 16 mai, tu la voyais dans un tapis rouge, en train de se montrer heureuse avec lui, sans aucune blessure dans son visage, et qu'il dit que la raison pour cela, c'est parce qu'elle utilisait très bien le maquillage, elle a une tendance à ne pas faire des inflammations dans son visage. Non, c'est difficile. Moi, j'ai vu des femmes battues comme ça, et tu peux pas aller au lendemain en tapis rouge sans que personne se rende compte que tu as le nez cassé. Quand quelqu'un lui demande
un avocat, est-ce que vous Surtout allez... le nez cassé, Le quoi. nez cassé. C'est pareil. Surtout une jolie femme avec un joli nez. Ouais. Si quelqu'un te casse le nez, tu vas aller à l'hôpital. Donc, quand tu lui as demandé, est-ce que vous êtes allé chez le docteur pour voir votre nez? Non, je ne suis pas allée. C'est bizarre, tu vois. Donc, il y a eu plein de choses comme ça, des comportements, des preuves qui ne collaient pas. C'est pour ça que tu ne pouvais pas y croire à son histoire. D'accord? Donc, il faut, oui, peut-être à un moment donné, Johnny Depp l'a tapé, mais je sens que la provocation, elle est toujours venue de son côté, au vu des audios qu'on a entendus dans le procès aussi. En fait, dans un audio, c'est elle qui reconnaît qu'elle lui a tapé. Oui. Oui, j'étais en train de te taper. Et après, il lui disait, tu es tellement un bébé, Johnny, tu es un bébé. Il faut que tu sois... il faut que tu grandisses. Qu'est-ce que tu vas dire au monde, hein? Toi, Johnny Depp, un homme, j'ai été victime de violence conjugale. Tu vas le dire? Tu penses que le juge va t'y croire? Et donc, quand tu entends ça, moi, j'étais choquée parce que je ne m'y attendais pas vraiment à ça. C'est fou. Et là, je me suis dit, non, ici, il y a un truc qui ne va pas. Et là, au début, quand je la voyais, sachant qu'on va parler des aspects plus déséquilibrés des profils. Ouais, clairement, gardez ça en tête. D'accord, c'est pas que tous les profils soient comme ça. J'ai vu un petit peu du deux. Un petit peu de manipulation. Manipulation émotionnelle. Parce que une jolie femme, sexy, tu peux voir le de tête à tête, tu vois, qui agresse. Mais quand tu commences à voir qu'elle a dit que oui, qu'elle l'a tapé, après, dans une autre interview, qu'elle disait que jusqu'à 15 ans, c'était le copain de son père avec qui il allait faire de la pêche, faire des trucs de garçon. Donc, on voit aussi une personnalité d'une femme masculine plutôt forte, tu vois, et qu'elle grondait Johnny Depp parce qu'elle disait, tu es un bébé, il faut que tu grandisses. Donc, elle est vraiment sur la recherche de la force aussi. Donc là, on retrouve du 8. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup... Donc, manipulation émotionnelle, essayer de jouer un peu la victime, aussi, ce genre de choses-là. On a parlé aussi de tout ce qui est au lien, donc plus manipulation émotionnelle et le lien aussi. Donc là, typiquement, on pourrait parler de 2. Attention, on ne parle pas de 3, parce que souvent, oui, le 3, il va être manipulateur. Moi, je m'aurais dire par rapport à... On va y revenir, justement. Le 3, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conneries, on va dire les choses telles qu'elles sont, poser les mots, qui sont dits sur le 3. Bon, donc là, on a le 2, on a le côté sombre du 2, on va appuyer un peu plus, et on a les côtés sombres du 8. Et moi, il y a un point, puisque ce qui m'intéresse beaucoup souvent, c'est les mots, la sémantique, qui m'a beaucoup frappé quand tu m'as parlé du procès, surtout à la fin, c'est qu'elle disait, elle parlait des mots de respect, d'être respecté, d'honneur. Et qu'elle a dit... que malgré toute l'évidence qu'elle avait montrée, elle n'avait pas réussi à gagner le procès. Et que, le pouvoir aussi. Et voilà, et que Johnny Depp, c'était un homme qui avait beaucoup de pouvoir, que personne ne pouvait faire face à son pouvoir. C'est ça ce qui se passe quand tu fais face à un homme qui a beaucoup de pouvoir. Et moi, je me disais, mais attends, il y a Harvey Weinstein, ce producteur qui était 10 000 fois plus puissant que Johnny Depp, qui était une saloperie dégueulasse, et il est en tôle. Ouais. Donc, ne me dis pas que t'as pas pu... Parce que Johnny Depp est trop puissant. Quand tu vois Kate Moss qui disent dans le procès que Johnny Depp ne l'a jamais tapé, qu'il y a tous ces ex-femmes qui ont que des jolis mots pour Johnny Depp, là aussi tu te dis, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et donc pour en venir aux mots, vraiment, on est vraiment sur des mots qui sont spécifiques du 8. Pouvoir, force, contrôle, justice. Justice, on peut l'entendre aussi sur le 1, mais on va le retrouver beaucoup sur le 8. Maintenant, ce qu'on pourrait voir, on pourrait se dire, bon voilà, là, typiquement, il semblerait qu'il y ait du 2, il y a un petit peu de 8. Oui. On va rajouter un autre point aussi, et après, je vais en venir là, et tu vas pouvoir interagir dessus. En termes de sous-types, on a parlé qu'il y a des familles personnalités, il y avait 3 sous-types. On a le survie, le tête-à-tête dit sexuel, et le social. Oui. Clairement, pour la faire simple, ce qui semble très présent et ce qui semble beaucoup plus sûr comparativement, alors c'est ça qui est intéressant, c'est des fois le profil est clair et le sous-type est pas clair. C'était le cas pour Johnny Depp. Donc la partie instinctive, on ne sait pas s'il est survie ou tête à tête. Là, typiquement pour elle,
ce qui est quasiment certain, c'est l'instinct type qui est sexuel tête à tête. Pour des raisons très simples, on a parlé de dépendance affective et on parle que si on est sur du 2 ou du 8, le 2 tête à tête, on est dans cette notion de séduction, on est la notion du lien, de la dépendance, on est un profil qui peut s'appeler séduction-agression, donc il peut avoir ce côté agressif qui peut ressortir même s'il a le côté séducteur qui va toujours être mis devant. Et sur le 8 aussi, le 8 tête à tête va être beaucoup plus intense. Il va être beaucoup plus justement sur des relations, et c'est ça qui est intéressant aussi, qui pourrait aller dans son sens, même si finalement tous les faits ne vont pas dans son sens, qu'effectivement, ça aurait pu être une 8 tête à tête qui aurait été victime de violence. Alors on pourrait se dire, mais le 8 il est fort. Mais justement, le 8 tête à tête, c'est contrôle et soumission. C'est-à-dire qu'il peut être dans une recherche de contrôle extrême, comme dans des phénomènes de soumission, comme par exemple un chef d'entreprise. Moi j'aime bien prendre ce cliché là parce que je trouve qu'il est bien explicatif de ça, qui va être très contrôlant avec ses employés, protecteur, contrôlant, donc on va avoir le côté positif, le côté protecteur, très leader, et qui après va rentrer chez lui le soir et va être totalement dominé par sa femme. Donc ça, c'est le genre de mécanisme qu'on peut retrouver sur le 8 tête à tête, donc de contrôle ou de soumission, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui peut le contrôler et en qui il a confiance. Donc c'est ça, cette espèce de subtilité, d'ambiguïté qui peut être là. Donc là, il semble clair qu'on a le tête à tête. On n'a pas parlé du 3, on va en reparler après. Donc ça nous donne ça. Mais justement, on va y aller, on y va directement. Un petit parenthèse juste avant, c'est que dans les interviews que j'ai vues de Amber Heard, au-delà du procès, dans des interviews pour les films et tout ça, tu pouvais voir la colère qui sortait, une espèce d'irritabilité, un manque de patience en fait, et des attitudes assez méprisantes vis-à-vis des gens avec qui elle était, tu vois, même quand elle faisait des blagues. Donc ça m'a choqué aussi de le voir, tu vois. C'est intéressant de voir comme tu fais, tu vois, de voir en dehors du procès, de voir... moi, ce que je vous invite à faire, et ce qu'on a fait, c'est regarder les interviews intimistes des personnes, de regarder ailleurs. Et là, du coup, vous avez... Et, Oui, non, ma grande question, c'est finalement, en fait, on se rend compte, ce procès semble avoir donné un truc, c'est qu'elle a menti tout du long. Semblerait-il. Donc, on pourrait se dire, si c'est une menteuse, on est sur la compulsion émotionnelle du 3, de la vanité, vaine gloire, et donc de la fausseté, et donc du mensonge. Voilà. Et là, tu vas dire. Et donc, moi, quand je fais des analyses de personnalité, j'aime chercher sur Internet, voir ce qu'ils disent les gens. Parce que j'aime bien connaître qu'est-ce qu'ils voient le monde. Moi, je fais plus Jabanoé, ça m'énerve trop. Oui, ça m'énerve aussi, mais ça me plaît en même temps. Toi, t'as pas encore la patience. Non. Et je vois qu'il disait qu'il était 3 avec une L4. Et je me suis dit, tiens, je sais pourquoi. C'est parce que on a vu dans le procès qu'elle a, avec ses preuves, et même le juré, il a dit qu'elle a agi avec malice, tu vois. Donc, elle a fait des choses méchamment. Et quand tu voyais lui donner son témoignage, tu pouvais voir que c'était un jeu d'acteur qui était très, très, très mauvais. C'était pas croyable, en fait. Une victime, elle va pas... Mais un jeu d'acteur, pour faire l'avocat du diable, on pourrait se dire que c'est du 3, justement. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Hein. Parce qu'on a une tendance à se dire... Et là, je vais partir un peu en défense... du 3, même si je ne suis pas 3, d'accord. Je ne suis pas 3 et c'est pas pour ça que je le fais, mais on a une tendance à avoir un mauvais regard par rapport au 3 et pour moi c'est important de savoir que tous les profils ont un côté positif, d'accord. Et donc on a une tendance à se dire elle a menti pour obtenir ça, elle doit être 3, donc voilà, c'est un 3. Il y a même quelqu'un qui m'énerve beaucoup parce qu'il dit oui, t'as fait un coup de pute donc il est 3. Non, c'est absurde, un 9 peut faire un coup de pute par acheter. Et par exemple on peut dire non, cette personne elle va jamais faire ça c'est mauvais parce qu'elle est 1. Non, il y a des 1 qui peuvent faire des saloperies énormes, tu vois. Voilà, tu vois. Donc honnêtement il pourrait avoir un côté 3, je dis pas non, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit 3. Tu peux être 8 et avoir un côté 3, tu peux être 7, avoir un côté 3, tu peux être
4 et avoir un côté 6. Exactement. Et en fait, c'est aussi on va dire, ce qu'on va appeler les défauts, certains diront les péchés capitaux, nous on appelle les passions énéagrammes, comme l'orgueil, l'orgueil, la colère, tout ça. Vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, il faut regarder le lien en description, je ne le dirai jamais assez. Et donc, en fait, on pourrait se dire que ça n'appartient qu'à un profil. Ça aussi, mettons la nuance. L'orgueil du 2, on peut trouver de l'orgueil chez du 3, on peut trouver de l'orgueil chez une 6 ou un 6 ou un 9. Hein. Donc, il faut mettre un petit peu de justesse là-dessus. Et puis se dire, ok, mensonge, mais mensonge pourquoi? Et sur le 3, pourquoi mensonge? Pour le point clé, sur la vision du monde du 3, le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats. La valeur, l'identité personnelle. Le 3 va déformer la réalité ou arranger la réalité pour se valoriser. Donc c'est son identité, sa valeur personnelle. Et ce qu'on voit sur le procès, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'elle n'a rien à battre de son image. En plus, si tu penses à ça, si tu fais des choses pour obtenir quoi que ce soit, il aurait parfaitement continué à être marié avec Johnny Depp et de gagner, d'être dans des films grâce à lui parce qu'il pourrait l'aider à obtenir quelque chose. Ouais. Mais au contraire, elle était déjà en Aquaman, elle était déjà dans des films. Donc pourquoi tu veux faire tout ce scandale et prendre ce risque pour obtenir quoi, tu vois? Donc j'insiste, je ne dis pas qu'elle ne soit pas 3, peut-être qu'elle l'est, mais le fait de se dire qu'elle est 3 parce qu'elle a menti et qu'ils ont prouvé qu'il y a eu plein de choses qu'elle a déclarées qui n'étaient pas vraies, ne veut pas dire qu'elle soit 3. Oui, et là on en vient justement à un point aussi qui pourrait justifier pourquoi est-ce qu'elle ment. C'est le mot-clé que je trouve derrière, c'est de la vengeance. Il y a vraiment ce côté-là qui semble être présent. Je sais pas ce que tu en penses toi. Mais Ou peut-être c'est quelqu'un qui a des forts troubles de personnalité et des fois ils font des choses qui ne rentrent pas dans la logique des gens qui l'analysent, tu vois. Mais elle à l'intérieur, finalement peut-être même elle est perdue ou peut-être effectivement il y a eu des discussions, s'il faut, il y a eu des discussions de couple. Johnny Depp il a répondu, mais si elle est dans le déni, elle va pas voir que c'est elle qui l'a provoqué. Je sais pas, tu vois. Et là, tu viens m'amener sur le dernier point que je voulais. Alors, à moins que tu en aies d'autres après, on verra ça avec toi. Mais le dernier point que je voulais aborder, c'est ce que tu as dit, c'est le déni. Et ça, c'est vraiment un point clé qu'on trouve beaucoup chez elle par rapport à tout ce que tu m'as conté sur le procès. C'est que plus que de mentir, on sent qu'il y a un vrai déni de la réalité. Qu'il y a un vrai déni de non, ça s'est pas passé comme ça, non, je suis pas d'accord, et une barrière à la réalité, les faits tels qu'ils sont montrés et tels que elle sait raconter son histoire. Parce qu'il faut garder en tête aussi un point clé, c'est que tous, qui qu'on soit, on se raconte des histoires, et la réalité ou les faits tels qu'ils sont, tels qu'on les a vécus dans notre vie, quels que soient les faits, derrière, on s'y raconte une histoire. Donc, il y a toujours un espèce de biais cognitif, voire plusieurs biais cognitifs qui sont présents. Mais ce qui est très fort, moi, ce qui m'a vraiment impacté, c'est qu'on sent vraiment ce déni qui est très présent. Et donc, moi, perso, et sur ce, je vais te laisser conclure là-dessus, c'est, pour moi, en termes probabilistiques, on va dire, donc voilà, on va dire du tête-à-tête, chez elle, instinct type tête-à-tête sexuel, je mettrais 80%, 90% d'assurance dessus. Et je verrais plus probablement 70% sur du 8 et peut-être 25% sur du 2 et allez, un petit 5%, même un peu moins sur du 3. Sachant qu'ils sont liés, le 8 et le 2. Totalement. Donc, c'est pas étonnant de retrouver. Et par exemple, si elle est 2, tu as une Elon 3 aussi. Ouais. Donc, s'il faut Elon 2, Elon 3. Okay. Mais moi, j'ose pas parce qu'il y a plein de choses qu'on peut voir. C'est vrai qu'il y a plein de 8. Elle a eu déjà des problèmes d'agression vers une copine qu'elle a eu en 2010 aussi. Elle a été
ils lui ont presque fait un procès, mais finalement, ils ne l'ont pas fait parce que, bon, des trucs légaux aux États-Unis. Et petite parenthèse là-dessus, je rebondis sur un autre épisode que j'ai fait précédemment, que vous retrouvez également plus en détail sur le Master Enneagram. C'est la stratégie Sherlock Holmes de typage, parce que là, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Tu as dit, voilà, il y a ça, il y a ça, ça. Donc, c'est toute une cumulation d'indices qui amène à une déduction. Et c'est vraiment ça, c'est on multiplie les indices. Donc c'est plus là, on va dire, c'est même pas une conclusion. L'état probabilistique dans lequel je suis aujourd'hui, parce que j'ai dit 20%, mais peut-être que les 20%, et bien en fait c'était ça, c'était ces fameux 25%. Et l'autre chose que j'ai remarqué chez les 8, à différence des 2, c'est que les 2, ils vont avoir une énergie plus douce. D'accord quand on parle des femmes, elles sont très féminines, plutôt délicates. Surtout si tu prends un 2 tête à tête de sexuel. Par contre, les 8 en général, selon ce que je vois, ils ont une attitude plus qu'ils s'en foutent un peu. Ouais. Tu vois, je suis un peu rebelle, je vais dire des gros mots. Et ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe encore une fois, mais là aussi c'est pour tordre le cou à une espèce de légende urbaine. Le 8, on va imaginer une femme qui est costaud, qui est forte, ou qui est bien charpentée. J'ai connu plein de femmes 8 qui sont toutes minces. Voilà, donc arrêtons la psychomorphologie et l'énéagramme. Ça peut avoir du sens, la psychomorphologie en certains cas. Dans l'énéagramme, excusez-moi l'expression, c'est de la... oui, ça marche. Non, ça marche pas. Voilà, j'arrête. Et moi, dans les interviews aussi, quand je l'ai vu, on voyait un peu ce côté un petit peu rebelle du 8. Tu vois, il ne faut pas oublier qu'il est à côté du 7. Donc, il y a ce côté un peu détendu, je m'en fous, je fais des blagues. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être bien coiffée avec un joli maquillage. Mais je voyais dans les interviews qu'elle était... et parfois j'ai du mal parce que ce sont des choses que je perçois et j'ai du mal à les décrire avec des mots parce que c'est un ressenti. C'est ressenti. Un ressenti intense. Voilà, c'est intérieur. Mais je sentais un peu ce truc du 8, d'accord ? Ok, mais bon, j'insiste. C'est difficile de typer. Il y a des personnages qui sont encore plus difficiles à typer parce que la seule façon où on peut arriver vraiment à trouver leur profil, c'est quand on les connaît dans l'intimité. Ah, elle avait aussi des histoires d'agression vis-à-vis de sa sœur. Sa sœur avait très peur d'elle. Elle a été de son côté, bien sûr, dans le procès, mais il y a une lettre qui lui a écrit une amie qui était dans le procès, qui lui a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu es du côté de ta sœur. Je sais que tu as horreur d'elle. Est-ce que tu le fais parce que tu as peur ?» Le mot-clé, c'est l'excessivité. Oui. Parce qu'on a oublié de dire, c'est un des côtés obscurs du 8, c'est ce côté excessif qui peut être contrôlé, qui peut ne pas aller sur des extrêmes comme ça, mais dans d'autres cas, peut y aller. Et même sa mère, elle avait très peur d'elle. Ouais, tu vois, donc il y a des gens autour d'elle qui ont peur. Donc, final, pour conclure, tes pronostics. Moi, je vois plutôt du 8, avec une forte flèche en 2. Ok. D'accord ? Et avec un côté 7. Intéressant. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'était quand même un beau podcast. Écoute, pour une fois, ça me fera du bien de ne pas le faire à chaque fois. Je vais te laisser conclure. Ah, merci. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'insiste, ça c'est mon opinion. C'est toujours intéressant de discuter. Il y a des personnes qui auront un regard différent. C'est pas le dernier mot, c'est juste mon opinion par rapport à ce que j'arrive à observer, à apercevoir. Et donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça a été intéressant pour vous. Et n'oubliez pas le lien en description du podcast et aussi de donner une note à ce monsieur qui aime parler sans arrêt, mais qui aujourd'hui, il me laisse fermer cet épisode de podcast qu'on a créé juste pour vous. À bientôt!